Maman, repose-toi un peu sous cet arbre. Tu as l'air fatiguée. » Ces mots résonnent encore dans ma tête. Chaque nuit, chaque fois que je ferme les yeux. Ce jour-là, j'ai compris qu'une invitation peut cacher un adieu définitif, qu'un pique-nique en famille peut devenir le dernier chapitre d'une vie, et que parfois, ceux qui devraient nous protéger sont précisément ceux qui préparent notre disparition. Je m'appelle Riveline Beauchastel. J'ai 63 ans aujourd'hui. Et ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire inventée. C'est ma vie. C'est ce qui m'est arrivé il y a 3 ans, un dimanche d'octobre, où le ciel était d'un bleu éclatant et où l'air sentait encore les dernières roses du jardin. Ce matin-là, j'avais 60 ans. J'étais une femme heureuse, ou du moins, je croyais l'être. Je vivais seule dans la maison familiale de Neuilly-sur-Seine depuis le décès de mon mari, Henri, survenu 5 ans plus tôt. Une belle demeure bourgeoise de 4 étages, avec des moulures au plafond, un jardin à l'arrière et cette odeur particulière de cire d'abeille et de livres anciens qui imprégnaient chaque pièce. Henri m'avait tout légué. La maison, les économies, les parts dans l'entreprise qu'il avait dirigée pendant 30 ans. Une fortune modeste mais confortable, suffisante pour vivre dignement jusqu'à la fin de mes jours. Mon fils unique, Edrine, avait alors 37 ans. Il vivait avec sa femme, Doriane, dans un appartement du 15e arrondissement. Il n'avait pas d'enfant. Doriane disait qu'elle n'en voulait pas, que sa carrière passait avant tout. Elle travaillait dans la communication, un métier dont je ne comprenais pas vraiment les contours, mais qui semblait l'absorber entièrement. Edrine, lui, était conseiller financier dans une banque privée, un métier respectable. Il portait des costumes élégants, conduisait une belle voiture allemande, parlait avec assurance de marché et d'investissement. Mais il y avait toujours eu quelque chose dans son regard, une froideur, une distance, comme s'il calculait constamment la valeur des choses et des gens autour de lui. Pourtant, c'était mon fils, mon enfant, celui que j'avais porté, élevé, aimé sans condition. Et une mère ne renonce jamais. Une mère pardonne. Une mère espère. Ce dimanche matin d'octobre, vers 10 heures, mon téléphone a sonné. C'était Edrine. « Maman, bonjour. Comment vas-tu ?» Sa voix était douce, presque affectueuse. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas appelé. Depuis l'enterrement d'Henri, nos échanges s'étaient espacés. Des messages brefs, des visites rares. Toujours une excuse. Le travail, les obligations, la fatigue. « Ça va, mon chéri. Et toi ?»« Très bien. Écoute, Doriane et moi, on a pensé à toi ce matin. Il fait un temps magnifique. On se disait que ça te ferait du bien de sortir un peu. Tu restes trop enfermé dans cette grande maison. » J'ai souri. C'était vrai. Depuis la mort d'Henri, je sortais peu. Le jardin, les courses, parfois une promenade au parc, mais rien de plus. « On voudrait t'emmener faire un pique-nique, » a-t-il continué. « Rien de compliqué. Juste nous 3, en pleine nature. On passerait te chercher vers midi. Qu'en dis-tu » Mon cœur s'est réchauffé. Mon fils pensait à moi. Mon fils voulait passer du temps avec moi. Peut-être que cette distance n'était qu'une phase. Peut-être qu'il revenait vers moi, enfin. Avec plaisir, Edrine. Merci. C'est une très belle attention. Parfait. À tout à l'heure, maman. J'ai raccroché et je me suis mise à préparer mon sac. Une écharpe légère, un pull au cas où le vent se lèverait. Mes lunettes de soleil. J'ai aussi glissé dans mon sac à main une petite photo encadrée qu'Henri m'avait offerte pour nos 30 ans de mariage. Une photo de nous 3, Henri, Edrine et moi, prise lors d'un été à Deauville. Edrine avait 12 ans. Il souriait. Nous étions heureux. Je portais toujours cette photo avec moi. C'était mon encre, mon souvenir du temps où tout était simple. À midi pile, la voiture d'Edrine s'est garée devant le portail. Une Mercedes gris métallisée, impeccable. Doriane était au volant. Edrine est descendue pour m'ouvrir la porte arrière, un sourire poli sur les lèvres. « Monte, maman, on a tout préparé. » Doriane m'a salué d'un signe de tête. Elle portait des lunettes de soleil noires, ses cheveux blonds tirés en arrière. Elle avait toujours cette élégance froide, calculée, comme si chaque geste était pensé pour paraître parfait. « Bonjour, Riveline. » Elle ne m'appelait jamais maman ou belle-maman, toujours Riveline. Comme si elle refusait de reconnaître le lien qui nous unissait, même par alliance. « Bonjour, Doriane. Merci de m'emmener. C'est très gentil. » Elle n'a pas répondu. Elle a démarré. Nous avons roulé en silence pendant près de 40 minutes. Edrine parlait peu. Il regardait son téléphone, tapotant des messages, l'air absorbé. Doriane conduisait avec précision.
ses yeux fixés sur la route. Moi, je regardais défiler les arbres, les champs, les petites maisons aux volets colorés. Nous nous éloignions de la ville, de plus en plus. Où allons-nous exactement? Ai-je fini par demander. Un endroit tranquille, a répondu Edrin sans lever les yeux de son téléphone. Un petit coin de forêt que Dorian a découvert. Aucun bruit, aucun touriste, juste nous et la nature. J'ai acquiescé, rassuré. Peut-être était-ce exactement ce dont j'avais besoin. Du calme, de l'air pur, du temps avec mon fils, mais au fond de moi, quelque chose s'est serré. Une toute petite gêne, imperceptible, comme une ombre qui passe sans qu'on la voie vraiment. Pourquoi Edrin ne me regardait-il pas? Pourquoi Dorian restait-elle aussi froide, aussi silencieuse? J'ai chassé ses pensées. J'étais fatiguée, méfiante sans raison. Mon fils m'aimait, il prenait soin de moi. C'était tout ce qui comptait. Nous sommes finalement arrivés dans un petit chemin de terre, bordé d'arbres épais. La voiture a roulé encore quelques minutes avant de s'arrêter au milieu d'une clairière isolée. Personne à des kilomètres à la ronde. Juste le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les feuilles. « Voilà !» a dit Dorian en coupant le moteur. « On y est !» Edrin est sorti le premier. Il a ouvert le coffre et en a sorti un grand panier en osier, une couverture à carreaux. Tout avait l'air parfaitement préparé. « Viens, maman. Installe-toi. » Il a étendu la couverture au pied d'un grand chêne, à l'ombre. J'ai marché lentement vers lui. Mes jambes étaient un peu raides après le trajet. Dorian est resté près de la voiture, les bras croisés, observant la scène sans rien dire. Nous nous sommes assis. Edrin a ouvert le panier. Sandwich au saumon fumé, petit fromage, quelques fruits, une bouteille de vin blanc. Tout était soigné. Presque trop. « C'est magnifique ici », ai-je dit en souriant. « Merci, mon chéri. »« De rien, maman. » Nous avons mangé en silence. Le vin était frais, légèrement sucré. J'en ai bu un verre, puis un deuxième. Edrin me resservait sans que j'aie besoin de demander. « Tu devrais te reposer un peu, maman », a-t-il dit après un moment. « Tu as l'air fatiguée. » C'était vrai. Une étrange lourdeur commençait à envahir mes membres. Mes paupières devenaient lourdes. Le vin peut-être. Ou simplement le calme de cet endroit. Oui, je crois que tu as raison. Dorian est revenue vers nous. Elle a ramassé le panier, les verres, la bouteille. Elle travaillait vite, méthodiquement. « Repose-toi, Rivelyne », a-t-elle dit d'une voix neutre. « On va faire un tour. On revient dans 1 heure. » Je me suis allongée sur la couverture, la tête appuyée contre le tronc du chêne. Le soleil filtrait à travers les branches. Tout était doux, paisible. Edrin s'est penché vers moi. Il a posé sa main sur mon épaule. « Maman, repose-toi un peu sous cet arbre. Tu as l'air fatiguée. » J'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, il faisait sombre. Le ciel était gris, presque noir. Le vent s'était levé. Les arbres craquaient autour de moi. Mon corps était glacé. Mes vêtements humides de rosée. J'ai cherché Edrin du regard. Dorian. La voiture. Il n'y avait plus personne. Juste moi, seul, dans cette forêt silencieuse. Et au loin, très loin, j'ai entendu le bruit d'un moteur qui s'éloignait. Je suis restée immobile pendant plusieurs minutes, le cœur battant, les mains tremblantes. Le froid de la nuit m'enveloppait comme un linceul. J'ai appelé, d'abord doucement, puis plus fort. « Edrin? Dorian ?» Rien. Que le vent dans les branches et le craquement des feuilles mortes sous mes pieds quand j'ai essayé de me lever. Mes jambes étaient engourdies. Combien de temps avais-je dormi? 2 heures? 3? Plus? Le ciel était d'un gris métallique, presque opaque. Il devait être tard, très tard. J'ai cherché mon sac à main. Il était là, posé contre le tronc, exactement où je l'avais laissé. Mon téléphone était à l'intérieur. Je l'ai sorti, les doigts tremblants. 19h45, presque 8 heures du soir. Comment avais-je pu dormir aussi longtemps? J'ai essayé d'appeler Edrin. Le téléphone a sonné dans le vide. Pas de réponse. J'ai essayé encore. Toujours rien. Puis j'ai appelé Dorian. Même silence. La panique a commencé à monter en moi. Une panique froide, rationnelle. Ils étaient mes partis. Ils m'avaient laissé ici, seul, dans une forêt isolée, sans aucun moyen de rentrer. Pourquoi? Mais avant de comprendre ce pourquoi, il faut que je vous explique comment nous en sommes arrivés là. Comment une mère et son fils peuvent se retrouver dans une telle situation. Parce qu'Edrin n'a pas toujours été cet homme froid, calculateur, capable d'abandonner sa propre mère dans une forêt déserte. Il y a eu un temps où il était différent, où nous étions différents. Edrin est né un soir de février 1983,
sous une tempête de neige qui avait paralysé tout Paris. Henri et moi vivions alors dans un petit appartement du 11e arrondissement. Nous n'avions pas encore la maison de Neuilly. Henri travaillait jour et nuit pour faire grandir son entreprise de fournitures industrielles. Moi, j'étais professeur de littérature dans un lycée privé. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous étions heureux. Nous avions des projets, des rêves. Et puis Hédrin est arrivé et tout a pris un sens nouveau. Je me souviens de la première fois où je l'ai tenu dans mes bras. Un petit être fragile, rouge, bruyant, qui criait comme s'il voulait réveiller le monde entier. Henri pleurait. Moi aussi. Nous étions parents. Nous avions créé une vie. Les premières années ont été merveilleuses. Hédrine était un enfant curieux, vif, toujours en mouvement. Il posait 1000 questions, voulait tout comprendre, tout toucher. Il adorait les livres. Je lui lisais des histoires chaque soir, blotti contre lui dans son petit lit. Le Petit Prince, les fables de La Fontaine, les contes de Perrault. Il s'endormait en serrant son ours en peluche, un sourire aux lèvres. Henri rentrait tard, épuisé, mais il prenait toujours le temps de venir l'embrasser. Il s'asseyait au bord du lit et lui murmurait « Bonne nuit, mon grand. Papa est fier de toi. » Hédrine souriait dans son sommeil. Quand il a eu 7 ans, nous avons déménagé à Neuilly. L'entreprise d'Henri avait prospéré. Nous avions enfin les moyens d'acheter cette grande maison dont nous rêvions. Une maison avec un jardin, un bureau pour Henri, une bibliothèque pour moi et une chambre immense pour Hédrin avec vue sur les arbres. Il était tellement excité ce jour-là. Il courait partout, explorait chaque recoin, criait de joie en découvrant sa nouvelle chambre. « Maman, regarde, j'ai un balcon, je peux voir tout le jardin. » Je riais, Henri aussi. Nous étions une famille heureuse, une famille unie. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Hédrine grandissait. Il devenait plus silencieux, plus distant. À l'adolescence, il a cessé de me raconter sa journée. Il s'enfermait dans sa chambre, passait des heures sur son ordinateur, ne descendait que pour manger. Quand je frappais à sa porte pour lui demander comment il allait, il répondait toujours la même chose. « Ça va, maman. Laisse-moi tranquille. » Henri disait que c'était normal, que tous les adolescents passaient par cette phase, qu'il fallait lui laisser de l'espace. Mais moi, je voyais autre chose. Je voyais un garçon qui changeait, qui calculait, qui observait. Un jour, alors qu'il avait 15 ans, je l'ai surpris en train de fouiller dans le bureau d'Henri. Il cherchait des documents, des papiers. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a répondu d'un ton sec « Je veux savoir combien on a, combien papa gagne. Combien vaut cette maison ?» J'ai été choquée. Pourquoi un adolescent voudrait-il savoir cela? Pourquoi cette question? Hédrin. Parce que je veux savoir ce qui me reviendra un jour. Ces mots m'ont glacée. Mais je me suis dit qu'il était jeune, qu'il ne comprenait pas vraiment ce qu'il disait, que ce n'était qu'une maladresse, une curiosité mal exprimée. Henri a ri quand je lui en ai parlé. C'est un garçon intelligent, Rivelyne. Il pense à l'avenir. C'est une bonne chose. Peut-être. Peut-être avais-je tort de m'inquiéter. Hédrine a fait des études brillantes. École de commerce, stage à Londres, diplôme avec les honneurs. Henri était fier de lui. Moi aussi. Il était devenu un homme élégant, posé, qui parlait avec assurance et s'habillait avec soin. À 28 ans, il a rencontré Doriane lors d'un séminaire professionnel à Lyon. Elle travaillait dans une agence de communication, portait des tailleurs impeccables, parlait 3 langues. Elle était belle, froide, parfaitement polie. Mais elle ne souriait jamais vraiment. Ses sourires étaient techniques, calibrés. Quand Hédrine nous l'a présentée, Henri l'a trouvée charmante. Moi, j'ai ressenti un malaise immédiat. Quelque chose dans son regard, une froideur, une distance. Ils se sont mariés 1 an plus tard, en juin 2012. Une cérémonie sobre, élégante, dans une petite église de Versailles. Doriane portait une robe blanche magnifique, mais ses yeux restaient vides. Pendant toute la cérémonie, elle n'a jamais regardé Hédrine avec tendresse, seulement avec satisfaction, comme si elle venait de conclure un bon contrat. Après le mariage, les visites se sont espacées. Hédrine appelait de moins en moins. Quand nous les invitions à dîner, Doriane trouvait toujours une excuse, le travail, un déplacement, une fatigue. Vous comprenez, Rivelyne, nous avons des obligations. Henri essayait de garder le contact. Il proposait des déjeuners, des sorties, mais Hédrin répondait toujours qu'il était occupé, qu'il rappellerait, qu'on se verrait bientôt. Bientôt ne venait jamais. Et puis,
En avril 2015, Henri est tombé malade. Un cancer du pancréas. Foudroyant. Les médecins nous ont donné 6 mois. Nous avons eu 4. Pendant ces 4 mois, Edrin n'est venu nous voir que 3 fois. 3 fois en 4 mois, alors que son père se mourait. Chaque fois, il restait 1 heure maximum. Il s'asseyait au bord du lit, parlait de choses insignifiantes, le temps, le travail, les embouteillages, puis il regardait sa montre et disait « Désolé papa, je dois y aller, Dorian m'attend ». Henri ne disait rien. Il souriait faiblement et murmurait « Ce n'est pas grave, mon fils, va ». Mais moi, je voyais la douleur dans ses yeux, la déception, l'incompréhension. Henri est mort un mardi d'août à 6 heures du matin. J'étais à ses côtés. Je tenais sa main. Il a ouvert les yeux une dernière fois, m'a regardé et a murmuré « Prends soin de toi, Rivelyne. Prends soin de notre fils ». Puis il est parti. Edrin est arrivé 3 heures plus tard. Dorian l'accompagnait. Ils sont restés debout au pied du lit, silencieux. Puis Edrin a demandé « Où sont les papiers, maman? Le testament? Les comptes bancaires ?» J'ai levé les yeux vers lui, incrédule. Son père venait de mourir. Son corps était encore chaud. Et la première chose qu'il demandait, c'était l'argent. « Edrin, ton père, je sais, maman, mais il faut s'occuper des formalités. Tu ne peux pas gérer tout ça toute seule. » Dorian a posé une main sur son épaule, comme pour l'encourager. « Edrin a raison, Rivelyne, il faut penser à l'avenir. Henri aurait voulu que tout soit en ordre. » J'ai regardé cette femme, cette étrangère qui parlait de mon mari comme s'il avait été un dossier à classer. Et j'ai compris. Ils n'étaient pas venus pour pleurer Henri. Ils étaient venus pour l'héritage. Le notaire a lu le testament 2 semaines plus tard. Henri m'avait tout légué. La maison, les économies, les parts de l'entreprise. Environ 1 200 000 € en tout, une fois les biens convertis et les dettes payées. Edrin n'a rien dit, mais son visage s'est durci. Dorian a serré les lèvres. En sortant de l'étude, Edrin m'a dit « C'est normal, maman. Papa voulait que tu sois protégée. Mais un jour, tout ça me reviendra. Pas nous reviendra. Me reviendra. Comme si j'étais déjà morte. » Pendant les 5 années qui ont suivi, Edrin et Dorian sont venus me voir peut-être 10 fois. Toujours brièvement. Toujours avec cette même politesse froide. Ils posèrent des questions sur ma santé, sur la maison, sur mes finances. « Tu vas bien, maman? Tu arrives à gérer? Tu as besoin d'aide ?» Mais ce n'était jamais de l'affection. C'était du contrôle, de la surveillance. Ils attendaient. Ils attendaient que je vieillisse, que je m'affaiblisse, que je meure. Et ce dimanche d'octobre 2020, quand Edrin m'a appelé pour m'inviter à ce pique-nique, j'ai cru, naïvement, stupidement, qu'il revenait vers moi, que mon fils m'aimait encore. Mais j'avais tort, terriblement tort. Debout dans cette forêt obscure, avec mon téléphone inutile à la main, j'ai senti la peur se transformer en quelque chose de plus profond. Une incompréhension totale. Pourquoi m'avait-il laissé ici? J'ai essayé de me raisonner. Peut-être y avait-il une explication logique, une urgence, un accident. Peut-être qu'Edrin avait dû partir précipitamment et qu'il allait revenir me chercher. Mais alors pourquoi ne répondait-il pas au téléphone? J'ai commencé à marcher. Mes jambes tremblaient, mais je ne pouvais pas rester là. Il faisait de plus en plus sombre, de plus en plus froid. Je devais trouver une route, une maison, n'importe quoi. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé une éternité. Les branches me griffaient le visage, mes chaussures s'enfonçaient dans la terre humide. Je trébuchais sur des racines, me rattrapais au tronc d'arbres. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner dans mes oreilles. Et puis enfin, j'ai vu une lumière, une route. Une petite route goudronnée, faiblement éclairée par un lampadaire solitaire. Je me suis mise à courir, aussi vite que mes vieilles jambes me le permettaient. J'ai atteint la route, haletante, les larmes aux yeux. Il n'y avait personne, aucune voiture, juste le silence de la campagne et le bourdonnement lointain d'un transformateur électrique. J'ai attendu. 10 minutes, 15, 20. Enfin, j'ai vu des phares au loin. Une voiture approchait. J'ai levé les bras, agitant les mains comme une naufragée. La voiture a ralenti. Un homme d'une 50aine d'années en est descendu, l'air inquiet. « Madame, ça va? Vous avez besoin d'aide ?» Sa voix était douce, ses yeux bienveillants. « S'il vous plaît, j'ai besoin de rentrer chez moi. On m'a laissé dans la forêt. » Il m'a regardé avec stupéfaction, puis avec compassion. « Montez, je vais vous ramener. » Pendant le trajet,
Il ne m'a pas posé trop de questions. Il a simplement demandé mon adresse, et j'ai donné celle de Neuilly. Il a hoché la tête en silence, comme s'il comprenait qu'il valait mieux ne pas insister. « Vous habitez loin d'ici, madame. C'est à plus d'1 heure de route. »« Je sais. Merci. Merci infiniment. » Il a allumé la radio. Une musique classique a rempli l'habitacle. Du Chopin. Le même morceau qu'Henri écoutait le dimanche matin en lisant son journal. J'ai fermé les yeux. J'étais épuisée, glacée, mais vivante, vivante. Nous sommes arrivés à Neuilly vers 22 heures. La rue était calme, plongée dans l'obscurité. Mais en approchant de ma maison, j'ai vu quelque chose d'étrange. Des lumières. Partout. Toutes les fenêtres étaient allumées. Et il y avait des voitures garées devant le portail. Beaucoup de voitures. Des voitures que je ne reconnaissais pas. « C'est ici ?» a demandé l'homme. « Oui, mais… » Mon cœur s'est serré. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. « Vous êtes sûre que ça va, madame ?»« Oui. Merci. Merci pour tout. » Je suis descendue de la voiture. Mes jambes tremblaient. L'homme est reparti lentement, jetant un dernier regard inquiet dans son rétroviseur. Je me suis avancée vers le portail. Il était ouvert, grand ouvert, ce qui ne m'arrivait jamais. Je fermais toujours le portail, même en plein jour. J'ai poussé la grille et j'ai remonté l'allée. Et là j'ai compris. Il y avait des gens partout, dans le jardin, sur le perron, à l'intérieur de la maison. Des gens habillés en noir, des gens qui parlaient à voix basse, un verre à la main, l'air grave. Et sur la porte d'entrée, fixée au battant de bois ancien, il y avait une couronne de fleurs blanches, une couronne mortuaire. J'ai continué à avancer, comme dans un rêve, ou plutôt, comme dans un cauchemar. Les gens ne me regardaient pas, ils ne me voyaient pas. Ils étaient trop absorbés par leur conversation, leurs condoléances murmurées. Je suis entrée dans le hall, et là, au centre du grand salon, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Un cercueil. Un cercueil ouvert, entouré de bougies et de fleurs, et au-dessus du cercueil, posé sur un chevalet en bois noir, une photographie encadrée. Ma photographie. Je me suis figée. Mon cœur a cessé de battre pendant 1 seconde interminable. C'était moi, sur cette photo. Moi, plus jeune, souriante, prise lors d'un anniversaire il y a quelques années. Et en dessous, gravé sur une petite plaque dorée. Rivelyne Beauchastel, 1957, 2020. Repose en paix. Non, 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 non. Ce n'était pas possible. J'ai regardé autour de moi, cherchant un visage familier. Et je l'ai trouvé. Edrine. Il était debout près du cercueil, vêtu d'un costume noir impeccable, une cravate sombre nouée autour du cou. Doriane se tenait à ses côtés, élégante dans une robe noire ajustée, les cheveux tirés en chignon. Elle tamponnait délicatement ses yeux avec un mouchoir blanc. Il jouait le deuil. Il jouait la douleur. Et autour d'eux, des dizaines de personnes venaient leur serrer la main, les embrasser, leur murmurer des mots de réconfort. Toutes mes condoléances, Edrine. Elle était une femme merveilleuse. C'est terrible. Si soudain. Edrine hochait la tête, l'air grave, les lèvres pincées. Merci. Oui, c'est très difficile. Ma mère était tout pour moi. J'ai senti une rage froide monter en moi. Une rage si violente que j'en ai tremblé de la tête aux pieds. Ils m'avaient abandonné dans cette forêt. Ils avaient cru que je mourrais, et ils avaient déjà préparé mon enterrement. J'ai avancé dans le salon, fendant la foule. Les gens s'écartaient sans me voir vraiment. Ils étaient trop occupés à se servir du buffet, à échanger des platitudes, à faire semblant d'être tristes. Je me suis arrêtée devant Edrine. Il parlait avec un homme d'une 60aine d'années, probablement un collègue de travail. Doriane souriait poliment à une femme en tailleur gris. Edrine. Ma voix était basse, tremblante, mais ferme. Il a tourné la tête vers moi, et son visage est devenu livide. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu passer dans ses yeux quelque chose que je n'oublierai jamais. Pas de la joie, pas du soulagement, de la terreur et de la colère. « Maman ?» Le mot est sorti de sa bouche comme un souffle étranglé. Autour de nous, les conversations se sont tues. Les gens se sont retournés. Une femme a lâché son verre qui s'est brisé sur le parquet. Doriane a reculé d'un pas, les yeux écarquillés. Pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai vu une vraie émotion sur son visage. La panique. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Edrine a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il cherchait ses mots, mais aucun mot ne venait.
Un homme s'est approché. Je l'ai reconnu, c'était Monsieur Devrault, notre notaire de famille depuis 20 ans. Madame Beauchastel? Mais vous êtes vivante? Évidemment que je suis vivante. Le silence dans le salon était total. Tous les regards étaient braqués sur moi. Certains avaient l'air choqués, d'autres soulagés, d'autres encore simplement confus. Edrine a finalement retrouvé sa voix. Maman, nous avons cru... Vous avez cru quoi? Que j'étais morte? Parce que vous m'avez abandonnée dans une forêt? Parce que vous m'avez laissée seule, sans moyen de rentrer? Les murmures ont commencé à se propager dans l'assistance. Les gens échangèrent des regards, chuchotaient entre eux. L'atmosphère changeait rapidement. Le malaise devenait palpable. Doriane s'est ressaisie la première. Elle a pris une expression composée, presque indignée. « Rivelyne, vous ne comprenez pas. Nous sommes rentrés à la voiture et vous n'étiez plus là. Nous vous avons cherché partout, pendant des heures. Nous avons appelé la police, les hôpitaux. Nous pensions que vous vous étiez perdue. Que... » Menteuse. Le mot est sorti de ma bouche comme un coup de fouet. Doriane s'est figée. « Vous êtes partie en voiture. Je vous ai entendu. J'ai entendu le moteur s'éloigner. Vous m'avez abandonnée. Volontairement. » Edrine a fait un pas vers moi. « Maman, tu délires. Tu es fatiguée. Tu es sous le choc. Viens, monte te reposer. Nous allons... » Ne me touche pas. Ma voix était glaciale. Je me suis reculée. Ne t'approche pas de moi. Monsieur Devrault s'est avancé, l'air profondément mal à l'aise. Madame Beauchastel, je crois qu'il y a eu un terrible malentendu. Edrin est venu me voir hier soir. Il était bouleversé. Il m'a dit que vous aviez disparu pendant le pique-nique, que la police vous cherchait, qu'on avait retrouvé votre corps dans la forêt. Il avait un certificat de décès, signé par un médecin. Un certificat de décès. J'ai regardé Edrine. Il a détourné les yeux. Quel médecin? Ai-je demandé lentement. Monsieur Devrault a sorti un document de sa poche intérieure. Docteur Lemoine, un médecin de campagne, semble-t-il. Il certifiait que vous étiez décédé dimanche soir, d'un arrêt cardiaque. Je me suis mise à rire. Un rire nerveux, hystérique, qui a résonné dans le salon comme une sirène d'alarme. Un arrêt cardiaque, alors que je suis là, devant vous, vivante. Monsieur Devrault a pâli. Je vais devoir vérifier ce document. Immédiatement. C'est une situation sans précédent. Il s'est tourné vers Edrin, le regard sévère. Monsieur Beauchastel, je crois que vous avez beaucoup d'explications à fournir. Edrine a essayé de parler, mais aucun son cohérent n'est sorti. Doriane, elle, a reculé vers la porte, cherchant visiblement une issue. Mais je n'allais pas les laisser partir. Pas cette fois. Tout le monde dehors. Ma voix a coupé le brouhaha ambiant. Les gens se sont figés. J'ai dit « Tout le monde dehors. Maintenant. Cette maison est la mienne. Ce vélorio n'a jamais eu lieu d'être. Sortez. Tous. » Les invités ont commencé à se diriger vers la sortie, mal à l'aise, échangeant des regards embarrassés. Certains jetèrent des coups d'œil accusateurs vers Edrin. D'autres semblaient simplement vouloir fuir au plus vite cette scène surréaliste. En quelques minutes, le salon s'est vidé. Il ne restait plus qu'Edrin, Doriane, Monsieur Devrault et moi. Et ce cercueil vide, avec ma photo au-dessus. Je me suis approchée du cercueil. J'ai regardé à l'intérieur. Il était capitonné de satin blanc. Prêt à me recevoir. Prêt à m'enterrer. J'ai arraché la photo du chevalet. Ma propre photo. Celle qu'ils avaient choisie pour mon enterrement. « Combien ?» ai-je demandé en me retournant vers Edrin. « Quoi? Combien avez-vous dépensé pour organiser tout ça? Le cercueil, les fleurs, le buffet, les faire-part? Combien ?» Il n'a pas répondu. « Laisse-moi deviner, » ai-je continué. « Tu as puisé dans mes comptes. Tu avais accès à mes relevés bancaires. Tu savais où je cachais mes papiers. Tu as tout préparé en 48 heures, persuadé que je ne reviendrai jamais de cette forêt. » Doriane a tenté une dernière défense. « Rivelyne, vous êtes en état de choc. Vous ne savez pas ce que vous dites. Nous avons agi de bonne foi. Nous pensions réellement que... » Tais-toi. Ma voix était si froide que Doriane s'est tue immédiatement. Je me suis tournée vers Monsieur Devrault. « Je veux que vous fassiez une enquête complète sur ce faux certificat de décès. Je veux savoir qui est ce docteur Lemoine. Je veux savoir s'il existe réellement ou si c'est un complice. Bien entendu, madame, je m'en occupe dès demain matin. Et je veux modifier mon testament. Immédiatement. » Edrin a relevé la tête brusquement. « Maman, je ne suis pas ta mère. Pas après ce que tu as fait. » Les larmes sont montées dans mes yeux, mais je les ai retenues.
Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Sortez de chez moi, tous les deux. Maman, s'il te plaît. Sortez! Ma voix a résonné dans toute la maison. Edrine a reculé, le visage défait. Dorian l'a pris par le bras et l'a tiré vers la porte. Avant de partir, Edrine s'est retourné une dernière fois. Tu ne comprends pas, nous n'avions pas le choix. Nous, dehors. Ils sont sortis. La porte s'est refermée derrière eux. Et je me suis effondrée sur le canapé, tremblante, vidée de toute force. Monsieur Devrault s'est approché doucement. « Madame, voulez-vous que j'appelle quelqu'un? Un médecin? Un ami? Non. Je veux juste qu'on enlève tout ça. Le cercueil, les fleurs, tout. Je m'en occupe. » Il a sorti son téléphone et a passé plusieurs appels. En moins d'une heure, des hommes sont venus récupérer le cercueil, démonter les tréteaux, emporter les couronnes. La maison redevenait peu à peu normale. Mais moi, je ne serai plus jamais normale. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais assise dans le grand fauteuil du salon, celui qu'Henri occupait chaque soir pour lire son journal. La maison était silencieuse, trop silencieuse, comme si elle retenait son souffle après ce qui venait de se passer. Monsieur Devrault était parti vers minuit, après avoir tout supervisé. Avant de franchir le seuil, il s'était retourné vers moi. « Madame Beauchastel, je vous conseille de changer les serrures dès demain matin et de vérifier tous vos comptes bancaires. Si votre fils a eu accès à vos papiers, il a peut-être... » Il n'avait pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. J'avais hoché la tête en silence. Maintenant, seule dans cette maison trop grande, je regardais fixement l'endroit où se trouvait le cercueil quelques heures plus tôt. Il ne restait rien, aucune trace, comme si rien ne s'était passé. Mais tout s'était passé. Mon fils avait essayé de me tuer. Non, pas exactement. Il ne m'avait pas tué de ses mains. Mais il m'avait abandonné dans une forêt isolée, espérant que la nature ferait le travail à sa place, qu'une crise cardiaque, qu'une chute, qu'une bête sauvage, qu'importe. Il voulait que je disparaisse, et quand il avait cru que c'était fait, il avait immédiatement organisé mes funérailles. Pas pour me pleurer, pour récupérer l'héritage. Le lendemain matin, lundi, j'ai appelé un serrurier. Il est venu dans l'après-midi et a changé toutes les serrures de la maison. Porte principale, porte de service, portail, garage. « Vous avez eu un cambriolage, madame ?» a-t-il demandé en travaillant. Quelque chose comme ça. Ensuite, je suis allé à la banque. J'ai demandé à consulter tous mes comptes. Compte courant, compte épargne, livret A, assurance vie. Tout était intact. Edrine n'avait pas eu le temps de toucher à l'argent. Ou alors, il attendait ma mort officielle pour le faire légalement. J'ai changé tous mes codes d'accès. J'ai révoqué toutes les procurations que j'avais signées par le passé. J'ai demandé à ce que personne, absolument personne, ne puisse accéder à mes comptes sans ma présence physique. L'employé de banque, une jeune femme aux cheveux courts, m'a regardée avec curiosité. « Vous avez l'air inquiète, Madame Beauchastel. Tout va bien ? » « Tout va très bien. Je prends simplement mes précautions. » Elle a souri poliment et a finalisé les modifications. En rentrant chez moi, j'ai trouvé 3 messages sur mon répondeur. Le premier était de Dorian. « Rivelyne, nous devons parler. Il y a eu un terrible malentendu. Edrine est effondré. Il ne dort plus. Il ne mange plus. Rappelez-nous, s'il vous plaît. » Sa voix était calme, mesurée, comme si elle récitait un texte préparé. Le deuxième message était d'Edrine. « Maman, je suis désolée. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis tellement désolée. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Sa voix tremblait. Il pleurait, ou du moins, il essayait de donner cette impression. Le troisième message était à nouveau de Dorian. « Rivelyne, nous venons vous voir demain matin. Nous devons régler cette situation. Pas de « s'il vous plaît ». Pas de « si vous êtes d'accord ». Une affirmation. Un ordre. J'ai effacé les 3 messages. Le mardi matin, vers 10 heures, la sonnette a retenti. Je savais que c'était eux. Je ne suis pas allée ouvrir. Je suis restée dans le salon, assise sur le canapé, une tasse de thé à la main. La sonnette a retenti encore. Puis encore. Puis quelqu'un a frappé à la porte. Fort, insistant. « Maman, ouvre, je sais que tu es là. » La voix d'Edrine. Suppliante, désespérée. « Rivelyne, ouvrez cette porte. » La voix de Dorian. Plus sèche, plus autoritaire. J'ai bu une gorgée de thé. J'ai regardé par la fenêtre. Ils étaient tous les deux sur le perron. Edrine avait les traits tirés, les yeux rouges. Dorian, elle, était impeccable. Maquillée, coiffée, élégante dans un tailleur pantalon beige.
Ils ont continué à frapper pendant 10 minutes. Puis Edrin s'est mis à crier. « Maman, s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi te parler, je ne voulais pas, je n'ai jamais voulu... » Mais je ne bougeais pas. Finalement, Dorian a pris le bras d'Edrin et l'a tiré vers la voiture. Ils sont partis. Les jours suivants ont été étranges. J'avais l'impression de vivre dans un état second. Je me levais, je prenais mon petit déjeuner, je lisais, je jardinais un peu. Tout semblait normal. Mais rien ne l'était. Chaque nuit, je revoyais cette scène. Le salon rempli de gens en noir. Le cercueil, ma photo, l'expression d'Edrin quand il m'avait vue vivante. Cette terreur dans ses yeux. Monsieur Devrault m'a appelé le mercredi. « Madame Beauchastel, j'ai des nouvelles concernant le certificat de décès. Je vous écoute. Le docteur Lemoine n'existe pas. Pas dans le registre de l'ordre des médecins, en tout cas. C'est un faux grossier d'ailleurs. La signature est illisible, le cachet est mal imprimé. N'importe quel fonctionnaire aurait dû s'en rendre compte. Donc Edrin a fabriqué ce document. C'est fort probable, ou il a payé quelqu'un pour le faire. Peut-on porter plainte ? Il y a eu un silence. Madame, je dois être honnête avec vous. Porter plainte serait complexe. Vous devriez prouver qu'Edrin avait l'intention de vous nuire, qu'il vous a abandonné volontairement. Mais il peut toujours prétendre qu'il s'agissait d'un accident, d'une confusion, d'une erreur tragique. Et le fait qu'il ait organisé vos funérailles, juridiquement, ce n'est pas un crime. C'est étrange, c'est choquant, mais ce n'est pas illégal. Donc il ne sera pas puni. Pas par la justice, non. J'ai raccroché, le cœur lourd. Le jeudi soir, Edrin est revenu. Seul, cette fois. Il a sonné une fois. Puis il s'est assis sur les marches du perron. Et il est resté là, pendant des heures. Je l'ai observé depuis la fenêtre de l'étage. Il avait la tête entre les mains. Il ne bougeait presque pas. À un moment, j'ai cru qu'il pleurait. À 22 heures, il s'est levé et il est parti. Le lendemain, vendredi, il est revenu. Même scénario. Il a sonné. Puis il s'est assis. Il est resté jusqu'à tard dans la nuit. Et le samedi aussi. Et le dimanche. Chaque soir, mon fils s'asseyait sur mon perron et attendait. Attendait que je lui ouvre. Attendait que je lui pardonne. Mais je ne pouvais pas. Le lundi suivant, exactement une semaine après cette nuit cauchemardesque, j'ai reçu une lettre. Elle avait été glissée sous ma porte pendant la nuit. L'enveloppe était blanche, épaisse. Mon nom était écrit à la main, d'une écriture que je connaissais bien. L'écriture d'Edrin. J'ai ouvert la lettre. Elle faisait 3 pages. 3 pages denses, serrées, écrites à la hâte. Maman, je ne sais pas comment commencer. Je ne sais même pas si tu liras cette lettre, mais je dois essayer. Je dois te dire la vérité. Oui, je t'ai abandonné dans cette forêt. Oui, j'ai organisé tes funérailles en pensant que tu ne reviendrais pas. Et oui, je sais que c'est impardonnable. Mais ce n'était pas mon idée. C'était Dorian. Depuis des années, elle me répète que nous n'aurons jamais rien tant que tu seras en vie. Que cette maison, cet argent, tout cela devrait nous revenir. Que tu es égoïste de tout garder pour toi alors que nous avons du mal à joindre les 2 bouts. Elle dit que tu vis dans le luxe pendant que nous luttons pour payer notre loyer. Ce n'est pas vrai, je le sais, mais elle a réussi à me convaincre, petit à petit, mois après mois, année après année. Elle a tout planifié. Le pique-nique, le vin avec quelque chose dedans pour te faire dormir profondément, l'endroit isolé, tout. Elle m'a dit que personne ne saurait jamais, que tu avais 60 ans, que ta santé était fragile, que personne ne poserait de questions si tu mourais d'une crise cardiaque en pleine forêt. J'ai accepté parce que je suis faible, parce que j'ai peur de Dorian, parce qu'elle me menace de me quitter si je ne fais pas ce qu'elle veut. Mais quand je t'ai vue apparaître dans ce salon, vivante, j'ai compris ce que j'avais fait. J'ai compris que j'avais essayé de tuer ma propre mère. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je te supplie de me croire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas qui je suis vraiment. C'est Dorian qui m'a transformé en monstre. Je vais la quitter, je vais tout quitter, et je vais essayer de redevenir l'homme que tu as élevé, l'homme que papa aurait voulu que je sois. Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimé. Ton fils, Edrin. J'ai relu la lettre 3 fois, puis je l'ai posée sur la table, et je me suis mise à rire. Un rire amer, désespéré. Il rejetait tout sur Dorian. Il se présentait comme une victime, comme un homme manipulé, contrôlé, forcé de faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Mais je connaissais mon fils.
Je connaissais ce regard calculateur qu'il avait depuis l'adolescence, cette obsession pour l'argent, cette froideur. Dorian n'avait rien créé. Elle avait simplement révélé ce qui était déjà là. Le soir même, Edrin est revenu. Il a sonné à la porte. Cette fois, j'ai ouvert. Il était debout sur le perron, les yeux rougis, les traits creusés. Il avait l'air épuisé, brisé. « Maman, tu as essayé de me tuer, Edrin. » Ma voix était calme, presque douce. « Je sais, et tu as mis quelque chose dans mon vin pour que je m'endorme. Tu m'as abandonné dans une forêt isolée, espérant que je ne me réveillerais jamais. Et quand tu as cru que j'étais morte, tu as organisé mes funérailles en 48 heures pour récupérer l'héritage. » Il a baissé la tête. « C'est Dorian qui… » « Non. » J'ai fait un pas vers lui. « Ne rejette pas la faute sur elle. Vous l'avez fait ensemble. Vous êtes aussi coupables l'un que l'autre. Maman, s'il te plaît. J'ai lu ta lettre. Et tu sais ce qui m'a le plus choqué? Ce n'est pas que tu aies essayé de te justifier. Ce n'est pas que tu aies rejeté la faute sur ta femme. C'est que tu aies cru que j'étais assez stupide pour te croire. » Il a relevé la tête, les larmes aux yeux. « Je t'aime, maman. Je te le jure. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais jamais fait ça. » Il a tendu la main vers moi, mais je me suis reculée. « Ne me touche pas, maman. Je vais modifier mon testament. Tu n'auras rien. Rien de cette maison. Rien de l'argent. Rien. » Son visage s'est décomposé. « Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Et je vais le faire. Tout cet argent, c'est l'héritage de papa. C'est ma famille, mon histoire. Ton père t'aimait. Il t'aurait tout donné. Mais il n'aurait jamais imaginé que tu essaierais de tuer ta propre mère pour l'avoir plus vite. » Edrin est resté figé. Puis, lentement, son expression a changé. La tristesse a disparu. La supplication aussi. Il ne restait plus que de la colère. Une colère froide. « Tu vas le regretter, maman. Je ne crois pas. Tu es seule. Tu vieillis. Un jour, tu auras besoin de moi. Et ce jour-là, je ne serai pas là. » Parfait. J'ai reculé et j'ai refermé la porte. Il est resté debout sur le perron pendant quelques secondes. Puis il a frappé violemment contre le battant. « Tu vas le regretter. » Puis il est parti. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Pas parce que j'avais peur, pas parce que je regrettais ma décision, mais parce que je venais de perdre mon fils. Pas à cause de sa tentative de meurtre, pas à cause de sa trahison, mais parce que, en le regardant partir dans la nuit, j'avais compris une chose terrible. Il n'avait jamais été l'enfant que je croyais. Il avait toujours été cet homme-là. Froid, calculateur, avide. Et moi, pendant 40 ans, j'avais refusé de le voir. J'avais fermé les yeux. J'avais trouvé des excuses. J'avais espéré qu'il changerait. Je m'étais soumise à cette illusion. Mais maintenant, l'illusion était brisée. Et je devais vivre avec la vérité. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, presque paisibles en apparence. Je vivais seule dans cette grande maison, comme je l'avais toujours fait depuis la mort d'Henri. Mais maintenant, tout était différent. Chaque craquement de parquet me faisait sursauter. Chaque voiture qui ralentissait devant le portail me mettait en alerte. J'avais installé un système d'alarme. Je vérifiais les serrures 3 fois avant de me coucher. Je ne me sentais plus en sécurité dans ma propre maison. Edrin n'était pas revenu. Pas une fois. Pas un appel. Pas un message. Rien. Dorian non plus. C'était comme s'ils avaient disparu de ma vie du jour au lendemain. Au début, j'étais soulagée. Puis, petit à petit, une inquiétude sourde s'est installée. Que préparait-il? 3 semaines après cette terrible nuit, nous étions début novembre 2020, Monsieur Devrault m'a convoqué à son étude. « Madame Beauchastel, j'ai finalisé les modifications de votre testament. Tout est en ordre. » Il a ouvert un dossier épais et en a sorti plusieurs documents. Comme vous l'avez demandé, votre fils Edrin Beauchastel a été entièrement déshérité. En cas de décès, l'intégralité de votre patrimoine, maison, compte bancaire, placement financier, part dans l'entreprise de feu votre mari, sera reversée à des œuvres caritatives. J'ai sélectionné 3 associations selon vos instructions. Une association d'aide aux femmes victimes de violences, une fondation pour la recherche médicale et une organisation de protection de l'enfance. J'ai hoché la tête. C'était exactement ce que je voulais. Et si Edrin conteste ce testament? Monsieur Devrault a eu un sourire en coin. Il peut toujours essayer. Mais ce testament est inattaquable. Vous êtes en pleine possession de vos facultés mentales. J'ai même fait certifier votre état de santé par 2 médecins indépendants. Et j'ai rédigé une clause spécifique expliquant les raisons de cette déshérence.
Une clause? Oui. Une clause qui stipule clairement que vous déshéritez votre fils en raison de son comportement envers vous. Je n'entre pas dans les détails, bien sûr, mais c'est suffisant pour dissuader toute contestation. J'ai signé les documents, un par un, lentement, consciencieusement. Chaque signature était un adieu. Un adieu à l'enfant que j'avais porté, à l'homme que j'avais espéré qu'il devienne, à la famille que nous aurions pu être. Quand j'ai signé la dernière page, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Définitivement. Voilà, a dit M. Devrault en rangeant les documents. Votre testament est maintenant déposé au coffre de l'étude. Personne ne peut y accéder sans votre autorisation. Et en cas de décès, il sera automatiquement ouvert et exécuté. Merci, M. Devrault. Il m'a regardé avec compassion. Madame Beauchastel, je sais que cette décision n'a pas été facile, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Je l'espère. En rentrant chez moi ce jour-là, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Pas une lettre normale. Un courrier recommandé, avec accusé de réception. L'expéditeur était un cabinet d'avocats parisien, Maître Blanchard et associé. J'ai ouvert l'enveloppe avec un mauvais pressentiment. C'était une mise en demeure. Une mise en demeure rédigée au nom d'Edrin Beauchastel et de Doriane Beauchastel, née Morel. Madame, nous représentons Monsieur Edrin Beauchastel et Madame Doriane Beauchastel dans le cadre d'un litige familial vous concernant. Nos clients nous ont informé que vous avez récemment modifié votre testament dans le but de les déshériter entièrement, et ce, sans raison légitime. Nos clients estiment que cette décision est abusive et injustifiée. Monsieur Edrin Beauchastel est votre fils unique et héritier légitime. Le déshériter constitue une atteinte grave à ses droits familiaux et patrimoniaux. En conséquence, nous vous mettons en demeure de reconsidérer votre décision et de rétablir Monsieur Edrin Beauchastel dans ses droits d'héritier dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce courrier. À défaut, nos clients se réservent le droit d'engager toutes les procédures judiciaires nécessaires pour faire valoir leurs droits, y compris une action en contestation de testament et une demande d'expertise psychiatrique visant à établir votre incapacité à gérer vos biens. Veuillez agréer, madame, nos salutations distinguées. Maître Antoine Blanchard. J'ai relu la lettre 3 fois. Une expertise psychiatrique. Il voulait me faire passer pour folle. Il voulait prouver que j'étais sénile, démente, incapable de prendre des décisions rationnelles. Et si un juge les croyait, il pourrait me placer sous tutelle, prendre le contrôle de mes biens, me mettre dans une maison de retraite et récupérer l'héritage de leur vivant. J'ai senti la colère monter en moi. Une colère froide, lucide. Ils n'avaient pas renoncé. Ils n'avaient jamais renoncé. Ils avaient simplement changé de stratégie. Le lendemain, j'ai appelé M. Devrault. J'ai reçu une mise en demeure. Je m'y attendais. Envoyez-moi une copie. Je vais y répondre. Ils veulent me faire passer pour folle. Ils n'y arriveront pas, madame. Vous avez des certificats médicaux récents. Vous êtes parfaitement lucide. Aucun juge ne validera une telle demande. Et s'ils trouvent un médecin complice ? Comme pour le faux certificat de décès, il y a eu un silence. C'est pour cela que nous devons être prudents, très prudents. Les jours suivants, j'ai commencé à recevoir des appels, des numéros inconnus, des numéros masqués. Parfois, quand je décrochais, il n'y avait personne au bout du fil. Juste un silence, puis la ligne se coupait. D'autres fois, c'était Doriane. « Rivelyne, nous devons parler. » Je raccrochais immédiatement. Elle rappelait. « Rivelyne, soyez raisonnable. Edrin est votre fils. Vous ne pouvez pas le déshériter. C'est cruel. C'est injuste. » Je raccrochais encore. Un soir, c'était Edrin lui-même. « Maman, s'il te plaît, écoute-moi. » Sa voix était suppliante, brisée, mais je ne répondais pas. Je raccrochais. Chaque fois, il rappelait. Encore et encore, jusqu'à ce que je débranche le téléphone fixe. Mais ils n'ont pas abandonné. Un matin de fin novembre, alors que je jardinais dans le petit potager derrière la maison, j'ai entendu le portail s'ouvrir. Je me suis relevée, le cœur battant. Edrin était là, debout dans l'allée, seul. Il portait un costume sombre, une écharpe en laine autour du cou. Il avait maigri, son visage était creusé, ses yeux cernés. « Maman, sors d'ici. Je veux juste te parler. 5 minutes, c'est tout ce que je demande. » « Non, maman, s'il te plaît. J'ai fait une erreur, une terrible erreur, mais je suis toujours ton fils. Tu as cessé d'être mon fils le jour où tu m'as abandonné dans cette forêt.
Il a fait un pas vers moi. J'ai reculé. Ne t'approche pas. Maman, comment es-tu entrée? Le portail était fermé. Il a baissé les yeux. J'ai gardé une copie des clés, avant que tu ne changes les serrures. Donc il était déjà venu. Pendant mon absence. Peut-être plusieurs fois. Peut-être qu'il fouillait la maison, cherchait des documents, cherchait de l'argent. Rends-moi ces clés. Maintenant. Maman. Maintenant. Il a sorti un trousseau de sa poche et l'a posé sur la petite table de jardin. Voilà. Maintenant, pars. Pas avant que tu m'aies écouté. Il n'y a rien à écouter. Si! Il a crié. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu son vrai visage. Pas le fils repentant, pas l'homme brisé, mais la colère, la frustration, la rage. « Tu ne peux pas me faire ça !» a-t-il hurlé. « Cette maison, cet argent, tout ça m'appartient. C'est mon héritage, l'héritage de mon père. Ton père t'aurait renié s'il avait su ce que tu as fait. Ah, mon père était un idiot qui travaillait comme un chien pour accumuler de l'argent qu'il n'a jamais dépensé. Et toi, tu vis dans cette maison immense, toute seule, avec tout cet argent, pendant que moi, je me tue au travail pour payer un loyer minable. Personne ne t'oblige à rester avec Dorian. Personne ne t'oblige à vivre au-dessus de tes moyens. Tu ne comprends pas, Dorian a des exigences. Elle vient d'une famille riche, elle a des standards. Si je ne peux pas lui offrir le niveau de vie qu'elle mérite, elle me quittera. Alors laisse-la partir. Il a ri, un rire amer, désespéré. Tu ne comprends vraiment rien. Sans Dorian, je ne suis rien. Elle est brillante, elle est ambitieuse, elle me pousse à réussir. Elle te pousse à tuer ta mère pour de l'argent. Le silence est retombé. Edrine me fixait, le visage déformé par la colère. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-il murmuré. Tu devais mourir dans cette forêt. Personne n'aurait posé de questions. Tu avais 60 ans, une crise cardiaque, un accident. C'était parfait. J'ai senti mon sang se glacer. Et maintenant que je suis vivante, qu'est-ce que vous comptez faire, Dorian et toi? Il n'a pas répondu, mais son regard m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils n'avaient pas renoncé. Ils attendaient simplement la prochaine occasion. Sors de chez moi, Edrin. Maman, sors. Il a reculé, les mains levées. D'accord, je pars. Mais écoute-moi bien, tu peux me déshériter, tu peux changer tes serrures, tu peux couper tous les ponts, mais un jour, tu mourras. Et ce jour-là, je contesterai ton testament. Je prouverai que tu étais sénile, que tu avais perdu la tête, et je récupérerai tout ce qui me revient de droit. Tu n'auras rien. On verra. Il s'est retourné et a marché vers le portail. Avant de sortir, il s'est arrêté et m'a regardé une dernière fois. Tu sais ce qui est drôle, maman? Papa me disait toujours, Edrin, prends soin de ta mère quand je ne serai plus là. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire. Prendre soin de ton patrimoine, de ton héritage, de ton avenir. Mais toi, tu ne vois que le mal, tu ne vois que la trahison. Parce que c'est tout ce qu'il y a à voir. Il a secoué la tête, un sourire triste sur les lèvres. Un jour, tu comprendras. Quand tu seras vieille, quand tu seras malade, quand tu seras seule. Ce jour-là, tu regretteras de m'avoir chassée. Je ne crois pas. Il est parti. Après son départ, je suis restée immobile dans le jardin pendant longtemps, les mains tremblantes, le cœur battant. Cette conversation venait de me révéler quelque chose de terrifiant. Edrine ne renoncerait jamais. Même si je le déshéritais, même si je coupais tous les ponts, même si je vivais 100 ans, il attendrait, il surveillerait, il chercherait la moindre faille, le moindre signe de faiblesse, la moindre occasion de prouver que j'étais incapable de gérer mes biens, et Dorian serait là, à ses côtés, pour l'encourager. Ce soir-là, j'ai appelé Monsieur Devrault. Ils ne renonceront jamais, lui ai-je dit. Tant que je serai vivante, je serai en danger. Que voulez-vous faire, madame? Je veux protéger mon patrimoine. Je veux m'assurer qu'Edrine ne pourra jamais rien récupérer, quoi qu'il arrive. Il existe des solutions. Nous pouvons créer une fondation, transférer la maison et une partie de vos biens de votre vivant. Cela rendra impossible toute contestation future. Faites-le. Cela prendra du temps, plusieurs mois, peut-être un an. Je ne suis pas pressée, mais je veux que ce soit fait. Très bien, madame. Je m'en occupe. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le salon, celui où se trouvait le cercueil 5 semaines plus tôt. J'ai sorti la petite photo encadrée de mon sac à main, celle de Deauville, Henri, Edrin et moi, heureux, souriants.
J'ai regardé cette photo pendant longtemps, et j'ai compris quelque chose. Le petit garçon sur cette photo n'existait plus. Peut-être n'avait-il jamais vraiment existé. Peut-être avais-je inventé cet enfant doux, aimant, attentionné. Peut-être avais-je refusé de voir ce qu'Edrin était vraiment devenu. Et maintenant, il était trop tard. Beaucoup trop tard. L'hiver 2020 a été le plus long de ma vie. Pas à cause du froid, pas à cause de la neige qui tombait parfois sur le jardin de Neuilly, mais à cause de cette attente, cette vigilance constante, cette peur sourde qui ne me quittait jamais. Chaque matin, je me réveillais en me demandant « Que vont-ils faire aujourd'hui ?» Chaque soir, je vérifiais 3 fois les serrures, les fenêtres, l'alarme. J'avais installé des caméras de surveillance. 4, placées au point stratégique autour de la maison. Je pouvais tout voir sur mon téléphone. Le portail, l'allée, le jardin, la porte d'entrée. C'était devenu une obsession. Et je détestais ça. Je détestais vivre dans la peur, dans ma propre maison. La maison qu'Henri et moi avions achetée pour y être heureux. Décembre est arrivé, puis Noël. Le premier Noël que je passais vraiment seul. Les années précédentes, même si Edrin venait rarement, je gardais toujours un espoir. Je préparais un repas. Je décorais un peu. J'attendais. Cette année, je n'ai rien fait. Pas de sapin, pas de guirlande, pas de repas de fête. J'ai passé le 25 décembre assise dans le salon, une tasse de thé à la main, regardant la neige tomber derrière la fenêtre. Le téléphone a sonné vers 18 heures. Un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. « Allô ? Joyeux Noël, maman. » La voix d'Edrin. Douce, presque tendre. J'ai failli raccrocher. Mais quelque chose m'a retenu. « Que veux-tu, Edrin ? » ?»« Rien. Je voulais juste te souhaiter un joyeux Noël. C'est tout. »« C'est tout ? » ?»« Oui. » Il y a eu un silence. « Tu me manques, maman. Ne fais pas ça. »« Quoi ? » ?»« N'essaie pas de jouer sur mes sentiments. Je ne joue pas. C'est la vérité. Tu me manques. La maison me manque. Papa me manque. Tout me manque. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai refoulées. Si je te manquais vraiment, tu ne m'aurais pas abandonné dans cette forêt. Je sais, et je... Au revoir, Edrin. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré immédiatement. Un message. De lui. Je t'aime, maman. Malgré tout. Je n'ai pas répondu. Janvier 2021 est arrivé. Puis février. Le monde était encore secoué par la pandémie qui avait commencé l'année précédente. Les confinements. Les restrictions, les masques. Moi, je vivais déjà confiné, enfermé dans ma maison, enfermé dans ma peur. Monsieur Devrault m'appelait régulièrement pour me tenir au courant de l'avancement des démarches. La fondation est en cours de création. Il faut encore quelques signatures, quelques documents, mais nous avançons bien. D'ici l'été, tout devrait être finalisé. Parfait. Et du côté de votre fils ? Des nouvelles ? Non, plus rien depuis Noël. C'est bon signe. Peut-être qu'il a renoncé. Peut-être. Mais je n'y croyais pas. Edrin ne renonçait jamais. En mars, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à recevoir des visites. Des visites inattendues. La première était une assistante sociale. Une femme d'une 40aine d'années, avec un sourire professionnel et un classeur sous le bras. Madame Beauchastel. Bonjour, je suis Madame Ferrand, du service social du 15e arrondissement. Je n'ai rien demandé. Je sais. Mais nous avons été contactés par votre fils, Monsieur Edrin Beauchastel. Il s'inquiète pour vous. Il dit que vous vivez seul, que vous refusez toute aide, que... Mon fils essaie de me faire passer pour sénile. Elle a cligné des yeux, surprise. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Il semblait sincèrement inquiet. Madame, je vais bien. Je n'ai besoin d'aucune aide. Et je n'ai rien demandé. Je comprends. Mais dans le cadre de notre mission, je dois évaluer votre situation. Cela ne prendra que quelques minutes. Puis-je entrer ? J'ai hésité. Puis j'ai compris. Si je refusais, elle noterait dans son rapport que j'étais méfiante, agressive, refusant toute aide. Et Edrin utiliserait ça contre moi. Très bien. Entrez. Elle est restée une demi-heure. Elle a posé des questions. Sur ma santé, mes finances, mon quotidien, mes relations sociales. J'ai répondu calmement, posément. Je lui ai montré que j'étais parfaitement lucide, que ma maison était propre, bien entretenue, que je gérais mes affaires sans difficulté. À la fin, elle a refermé son classeur. Tout semble en ordre, Madame Beauchastel. Je vais faire mon rapport. Un rapport qui dira quoi ? Que vous êtes autonome et que vous n'avez besoin d'aucune assistance ? Merci. Elle est partie. Mais j'ai compris.
C'était la première étape. Edrine testait le terrain. Il essayait de créer un dossier, de rassembler des preuves de ma prétendue incapacité. 2 semaines plus tard, un médecin est venu. Pas mon médecin habituel, un autre, un certain docteur Moreau, que je n'avais jamais vu. « Bonjour, Madame Beauchastel. Je suis envoyée par la Sécurité sociale pour une visite de contrôle. C'est une procédure de routine pour les personnes de plus de 60 ans. » Mensonge. Je n'avais jamais entendu parler de ce genre de visite. Qui vous envoie exactement? La Sécurité sociale, comme je vous l'ai dit. Sur demande de qui? Il a hésité. Je ne suis pas autorisée à divulguer cette information. Mon fils. C'est mon fils qui vous a demandé de venir. Il n'a pas répondu. Mais son silence était éloquent. Partez. Madame, je dois faire cette évaluation. Vous n'entrerez pas chez moi sans mon consentement. Et je ne donne pas mon consentement. Madame, partez. Ou j'appelle la police. Il est parti, l'air contrarié. Le soir même, j'ai appelé Monsieur Devreau. Ils essaient de monter un dossier médical contre moi. Je m'en doutais. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons vos certificats médicaux récents. De vrais médecins. Reconnus. Rien de ce qu'ils pourront dire ne tiendra devant un juge. J'espère que vous avez raison. Avril est arrivé. Et avec Avril, une nouvelle escalade. Un matin, en consultant mes comptes bancaires en ligne, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une tentative de connexion depuis un autre appareil. Un appareil que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mes comptes. 3 fois. Sans succès, grâce à l'authentification à 2 facteurs que j'avais mis en place. J'ai immédiatement appelé la banque. Madame Beauchastel, effectivement, nous avons détecté ces tentatives. Elles proviennent d'une adresse IP à Paris, dans le 15e arrondissement. Le 15e. Là où vivaient Edrin et Dorian. Changez tous mes mots de passe. Immédiatement. C'est déjà fait, madame. Et nous avons bloqué toute tentative de connexion depuis cette adresse IP. Merci. Mais la peur s'intensifiait. Ils essayaient d'accéder à mon argent. Ils cherchaient à savoir combien j'avais exactement. Où était placé cet argent? Comment le récupérer? En mai, quelque chose de plus grave s'est produit. J'étais dans le jardin, comme souvent, en train de tailler les rosiers qu'Henri avait plantés des années auparavant. C'était une belle journée de printemps. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Soudain, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retournée. Dorian était là, debout au milieu du jardin, les bras croisés, un sourire froid sur les lèvres. « Comment êtes-vous entré ?»« Par le portail. Il était ouvert. Mensonge. Je fermais toujours le portail. Sortez de chez moi. Pas avant qu'on ait parlé. » Elle s'est avancée, lentement, calmement, comme un prédateur qui approche de sa proie. « Vous êtes en train de ruiner la vie d'Edrin, Rivelyne. C'est lui qui a ruiné la sienne. Non, c'est vous, avec votre égoïsme, votre avarice, votre refus de partager ce qui lui revient de droit. Rien ne lui revient de droit. » Elle a ri, un rire froid, cristallin. « Vous savez ce qui est drôle? Edrine vous aime encore, malgré tout ce que vous lui avez fait, malgré votre cruauté. Il vous aime. S'il m'aimait, il ne m'aurait pas abandonné dans cette forêt. C'était un accident que vous avez planifié. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de moi. Ses yeux bleus, habituellement glacés, brillaient d'une lueur étrange. Vous voulez savoir la vérité, Rivelyne? Je la connais déjà. Non, vous ne connaissez rien. Elle s'est assise sur le banc de pierre, comme si elle était chez elle. Oui, c'était mon idée. Le pique-nique, le vin avec du somnifère, l'abandon dans la forêt. Tout. J'ai senti mon sang se glacer. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que vous ne pourrez rien prouver. Vous n'avez aucune preuve, aucun témoin, rien. Juste votre parole contre la nôtre. La police? La police ne fera rien. Vous êtes une vieille femme qui accuse son fils et sa belle-fille sans la moindre preuve. Qui croira une histoire aussi délirante? Elle avait raison, et elle le savait. Edrine était contre au début, a-t-elle continué. Il disait que c'était trop dangereux, trop risqué. Mais moi, je lui ai expliqué. Vous étiez vieille, vous n'aviez plus personne. Personne ne poserait de questions si vous mouriez dans un accident. Et nous aurions enfin ce qui nous revenait. Vous êtes un monstre. Non, je suis réaliste. Vous avez 1 200 000 €, Rivelyne. Vous vivez seule dans une maison immense. Vous ne dépensez rien. Vous thésaurisez comme une vieille avare. Pendant ce temps, Edrine et moi, nous luttons pour joindre les 2 bouts. Nous payons un loyer exorbitant. Nous travaillons 60 heures par semaine. Pourquoi? Pour rien?
alors que tout cet argent dort sur vos comptes. Cet argent est à moi. Henri me l'a laissé. Henri est mort, il ne sait plus rien. Et vous, vous ne vivrez pas éternellement. » Elle s'est levée et s'est approchée encore. « Voilà ce qui va se passer, Rivline. Vous allez annuler cette fondation ridicule. Vous allez rétablir Edrine dans vos droits d'héritier. Et vous allez arrêter de jouer à la martyre. Jamais. Alors vous le regretterez. Vous me menacez? Je vous informe simplement des conséquences de vos choix. » Elle a souri, un sourire terrifiant. « Vous savez, Rivline, les accidents arrivent si vite à votre âge. Une chute dans les escaliers, un malaise, un incendie. Personne ne pose de questions quand une vieille femme meurt chez elle. Mon cœur s'est arrêté de battre. Si quelque chose m'arrive, la police saura. La police ne saura rien, parce que nous ne serons même pas là. Nous serons à l'autre bout de Paris avec des alibis en béton. Et vous, vous serez morte, tragiquement, bêtement. Comme meurent les vieilles femmes seules. » J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Dorian s'est retourné et a marché vers le portail. « Réfléchissez bien, Rivline, vous avez encore du temps, mais pas beaucoup. » Elle est partie. Je suis restée figée dans le jardin, tremblante, incapable de bouger. Elle venait de me menacer de mort, ouvertement, sans la moindre hésitation. Et elle avait raison sur un point. Je n'avais aucune preuve, aucun témoin. Juste ma parole contre la sienne. Ce soir-là, j'ai appelé Monsieur Devereux. Dorian est venu me voir. Elle m'a menacée. Menacée comment? Elle a dit que les accidents arrivent vite aux personnes âgées. Il y a eu un long silence. « Madame Beauchastel, je vais être franc avec vous. Vous êtes en danger. Un danger réel. Ces gens-là ne reculeront devant rien. Que puis-je faire? Porter plainte, immédiatement. Pourquoi? Je n'ai aucune preuve. Alors créez des preuves. Enregistrez vos conversations. Installez plus de caméras. Gardez une trace de tout. Et en attendant, ne restez pas seul. Trouvez quelqu'un pour rester avec vous. Une amie, une voisine, n'importe qui. Mais qui? Je n'avais plus personne. Mes quelques amis proches étaient partis, décédés ou perdus de vue. Je n'avais pas de famille, pas de voisins vraiment proches. J'étais seule, complètement seule. Et Dorian le savait. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai eu peur de m'endormir, peur qu'ils reviennent, peur qu'ils entrent dans ma maison pendant mon sommeil, peur de ne jamais me réveiller. J'ai tiré une chaise contre la porte de ma chambre, j'ai gardé mon téléphone à portée de main, et j'ai veillé, jusqu'au matin. Les semaines qui ont suivi la visite de Dorian ont été les plus terrifiantes de ma vie. Je ne dormais presque plus. Chaque bruit me réveillait. Chaque craquement de la maison me faisait sursauter. J'avais installé une caméra supplémentaire dans le couloir du premier étage, une autre dans ma chambre, orientée vers la porte. Je vérifiais les enregistrements chaque matin. Rien, jamais rien. Mais la peur ne disparaissait pas. Monsieur Devereux m'appelait régulièrement. « La fondation est presque finalisée. Encore quelques signatures. D'ici la fin juin, tout sera transféré. Votre maison, vos comptes principaux, tout sera sous protection légale. Edrine ne pourra plus rien toucher. Et s'il m'arrive quelque chose avant, ne pensez pas comme ça, madame. » Comment ne pas y penser? Dorian m'a clairement menacé. « Avez-vous porté plainte? » « Non, je n'ai aucune preuve. Alors portez plainte quand même. Au moins, il y aura une trace. Un dossier ouvert. Si quelque chose vous arrive, la police saura où chercher. » Début juin 2021, je me suis rendue au commissariat de Neuilly. Une jeune policière m'a reçue dans un petit bureau austère. « Madame Beauchastel, que puis-je faire pour vous? Je veux déposer une plainte. » « Contre qui? » « Mon fils, Edrine Beauchastel, et sa femme, Dorian. » Elle a sorti un formulaire. « Pour quel motif? » « Tentative de meurtre. » Elle a levé les yeux, surprise. « Pardon ?» J'ai raconté toute l'histoire. Le pique-nique, l'abandon dans la forêt, le vélorio, les menaces de Dorian. Elle notait consciencieusement, mais je voyais bien son expression. Elle était polie, professionnelle, mais sceptique. « Madame, c'est une accusation très grave. Avez-vous des preuves? Des témoins? » « Non, mais je sais ce qui s'est passé. Le problème, c'est que sans preuves matérielles, nous ne pouvons pas ouvrir d'enquête. Votre fils peut prétendre que vous vous êtes éloigné du pique-nique et qu'il vous a cherché partout. Quant au vélorio, organiser des funérailles prématurément n'est pas un crime. C'est étrange, certes, mais pas illégal. Et les menaces de Dorian? Avez-vous un enregistrement? Un témoin? Non.
Elle a soupiré doucement. Madame Beauchastel, je comprends votre inquiétude. Mais juridiquement, nous ne pouvons rien faire. Ce que je peux faire, c'est enregistrer votre déclaration. Elle restera dans nos archives. Si quelque chose vous arrive, nous aurons cette trace. Donc, vous ne ferez rien. Nous ne pouvons rien faire pour le moment. Je suis sortie du commissariat avec un sentiment d'impuissance totale. J'étais seule, complètement seule, face à eux. Le 15 juin, jour de mon 61e anniversaire, je n'ai reçu aucun appel, aucun message, rien. Edrine avait toujours appelé pour mon anniversaire. Toujours. Même pendant les années où nous ne nous parlions presque pas. Mais cette année, rien. C'était comme s'il avait décidé que j'étais déjà morte. J'ai passé la journée seule. J'ai préparé un petit gâteau, j'ai allumé une bougie, et j'ai chanté « Joyeux anniversaire » à voix basse, pour moi-même. Henri me manquait terriblement ce jour-là. Il aurait su quoi faire. Il aurait su me protéger. Mais Henri n'était plus là, et je devais me débrouiller seule. Le 20 juin au matin, Monsieur Devereux m'a appelé. « Madame Beauchastel, j'ai une excellente nouvelle. Tous les documents sont prêts. La fondation est créée. Nous pouvons finaliser le transfert dès cet après-midi. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Vraiment ? » ?»« Oui. Il faut juste que vous veniez signer les derniers papiers à l'étude. Pouvez-vous être là vers 14 heures ? » ?»« Bien sûr, j'arrive. » J'ai raccroché, soulagé. Enfin, mon patrimoine serait protégé. Edrin ne pourrait plus rien toucher. Dorian ne pourrait plus rien récupérer. J'étais libre. Je me suis préparée avec soin. J'ai mis une robe élégante, celle que je portais pour les grandes occasions. J'ai coiffé mes cheveux. J'ai même mis un peu de rouge à lèvres. C'était un grand jour, un jour de libération. Vers 13h30, je suis montée dans ma voiture. Une petite Peugeot que je conduisais peu, mais qui était encore en bon état. J'ai démarré et j'ai quitté l'allée. Le trajet jusqu'à l'étude de Monsieur Devereux prenait environ 20 minutes. Je connaissais le chemin par cœur. J'ai pris l'avenue principale, puis tourné vers le centre-ville, et c'est là que c'est arrivé. Au feu rouge, j'ai remarqué une voiture derrière moi, une Mercedes gris métallisée. Mon cœur s'est serré. C'était la voiture d'Edrin. J'ai regardé dans le rétroviseur. Oui, c'était bien lui au volant. Et Dorian était à ses côtés. Il me suivait. Le feu est passé au vert. J'ai avancé, le cœur battant. J'ai accéléré légèrement. Eux aussi. J'ai tourné à droite. Eux aussi. J'ai tourné à gauche. Eux aussi. Ils me suivaient. Délibérément. Où allait-il? Que voulait-il? Savait-il que j'allais chez le notaire? J'ai essayé de rester calme. Je devais juste arriver à l'étude. Une fois là-bas, en présence de Monsieur Devereux, je serais en sécurité. Mais soudain, la Mercedes a accéléré. Elle s'est rapprochée, trop rapprochée. Elle était juste derrière moi, à quelques centimètres de mon pare-choc. C'est qu'est-ce qu'ils font? Puis, sans prévenir, ils ont donné un coup. Un choc violent. Ma voiture a fait une embardée. J'ai serré le volant de toutes mes forces pour ne pas perdre le contrôle. Non, non. Ils ont recommencé. Un autre coup. Plus fort. Ma voiture a dérapé. J'ai freiné brusquement. Trop brusquement. Et j'ai percuté le trottoir. Le choc a été violent. L'airbag s'est déployé, me frappant en plein visage. J'ai entendu le bruit du métal qui se froisse, du verre qui éclate. Puis plus rien. Quand j'ai repris conscience, j'étais toujours dans ma voiture. La tête me tournait. Mon nez saignait. Mes mains tremblaient. J'ai regardé autour de moi. La Mercedes était partie. Disparue. Des gens s'approchaient. Un homme a ouvert ma portière. « Madame, ça va ? Oui, je crois. Ne bougez pas. J'appelle les pompiers. » Les pompiers sont arrivés en quelques minutes, puis la police, puis une ambulance. On m'a sorti de la voiture avec précaution. On m'a mise sur une civière. On m'a emmenée à l'hôpital. Aux urgences, on m'a examinée. Radiographie, scanner, analyse. « Vous avez eu de la chance, Madame Beauchastel, » a dit le médecin. « Rien de cassé. Quelques contusions. Un traumatisme crânien léger. Mais rien de grave. Vous allez pouvoir rentrer chez vous ce soir. Ma voiture, votre voiture est détruite. Mais vous êtes vivante. C'est tout ce qui compte. » J'ai hoché la tête, encore sonné. Un policier est venu me voir dans la salle d'attente. « Madame Beauchastel, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ? » Une voiture m'a percuté. Volontairement. 2 fois. Vous avez vu le conducteur ? Oui,
C'était mon fils, Édrin Beauchastel. Il a noté. Vous êtes sûre? Certaine. Et il vous a percuté volontairement? Oui. Avez-vous des témoins? Je ne sais pas. Il y avait du monde autour, mais nous allons vérifier les caméras de surveillance de la rue. Si votre fils est impliqué, nous le trouverons. Merci. Il est parti, mais je savais déjà. Les caméras ne montreraient rien. Ou alors, elles montreraient un simple accident. Une vieille femme qui perd le contrôle de sa voiture. Rien de plus. Édrin et Dorian avaient tout calculé. Monsieur Devrault est venu me chercher à l'hôpital vers 19h. Mon Dieu, Madame Beauchastel. Que s'est-il passé? Ils ont essayé de me tuer. Quoi? Édrin et Dorian. Ils me suivaient. Ils m'ont percuté. Volontairement. Il est devenu livide. Vous en êtes certaine? Absolument. Alors nous devons agir. Immédiatement. Il m'a ramené chez lui. Pas chez moi. Dans son appartement du 7e arrondissement. Vous ne retournez pas chez vous ce soir. C'est trop dangereux. Mais pas de discussion. Vous restez ici. Je vais appeler un serrurier pour changer à nouveau vos serrures. Et demain matin, nous allons au commissariat déposer une plainte officielle, avec dossier médical, avec témoignage, avec tout. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis de Monsieur Devrault. Ou plutôt, j'ai essayé de dormir. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la Mercedes dans mon rétroviseur. Le choc, l'airbag, le sang. Ils avaient essayé de me tuer. Encore. Et cette fois, ils avaient failli réussir. Le lendemain matin, nous sommes allés au commissariat. Un commissaire nous a reçus. Madame Beauchastel, maître Devrault m'a expliqué votre situation. Nous avons visionné les caméras de surveillance de la rue où l'accident a eu lieu. Et on voit effectivement une Mercedes gris métallisée qui vous suit. Mais les images ne sont pas assez nettes pour identifier le conducteur. Et surtout, on ne voit pas de percussion volontaire. On voit juste votre voiture qui perd le contrôle et percute le trottoir. Mais ils m'ont percuté 2 fois. Votre voiture ne porte aucune trace de choc arrière, madame. Nous l'avons examinée. Il n'y a que les dégâts de votre collision avec le trottoir. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. C'était impossible. J'avais senti les chocs. J'avais entendu le bruit. À moins qu'il ne m'ait pas vraiment touché, qu'il se soit seulement approché, trop près. Assez pour me faire paniquer. Assez pour me faire perdre le contrôle. Sans jamais me toucher. Sans laisser de traces. Dorian avait dit qu'elle était intelligente. Elle l'était. Terriblement intelligente. Que puis-je faire alors? Ai-je demandé, la voix brisée. Le commissaire a soupiré. Honnêtement, madame, protégez-vous. Ne restez pas seule. Installez plus de caméras. Gardez toujours votre téléphone à portée de main. Et si vous vous sentez en danger immédiat, appelez immédiatement le 17. C'est tout? C'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Nous sommes sortis du commissariat. Monsieur Devrault était furieux. C'est inacceptable. Vous êtes en danger et ils ne font rien. Que puis-je faire d'autre? Terminer le transfert. Immédiatement. Une fois que tout sera légalement protégé, Édrin et Dorian n'auront plus aucune raison de s'en prendre à vous. Ils sauront qu'ils ne récupéreront jamais rien, à moins qu'ils ne veuillent juste se venger. Il n'a pas répondu, parce que nous savions tous les deux que c'était une possibilité. Cet après-midi-là, dans le bureau de Monsieur Devrault, j'ai signé les derniers documents. Transfert de propriété de la maison à la fondation, transfert des comptes bancaires principaux, transfert des placements, tout. À chaque signature, je sentais un poids s'envoler, et en même temps, une tristesse immense. Cette maison était la mienne, l'héritage d'Henri, notre vie ensemble, et maintenant, elle appartenait à une fondation, à des étrangers, pour me protéger de mon propre fils. C'est terminé, a dit Monsieur Devrault en rangeant les documents. Vous êtes protégée, Madame Beauchastel. Légalement, financièrement, vous êtes protégée. Et physiquement? Il n'a pas répondu. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, accompagnée par Monsieur Devrault qui a insisté pour vérifier que tout était en ordre. La maison était silencieuse, intacte, mais elle ne me semblait plus sûre. Vous voulez que je reste cette nuit? A-t-il proposé. Non, ça ira. Merci, Monsieur Devrault, pour tout. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. N'importe quelle heure. Il est parti. Je me suis retrouvée seule. Encore. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne vivrai plus dans la peur. Édrin et Dorian avaient gagné une bataille. Ils m'avaient chassée de ma propre vie. Ils m'avaient isolée, terrorisée. Mais ils ne m'auraient pas mon âme,
pas ma dignité. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais protégé mon patrimoine. J'avais coupé les ponts. Et maintenant, je devais vivre, vraiment vivre, sans eux, sans leur ombre, sans leurs menaces. Je devais reconstruire. Et c'est ce que j'allais faire. Les mois qui ont suivi ont été étranges. Après la signature des documents, après le transfert de tout mon patrimoine à la fondation, quelque chose en moi s'est apaisé. Ce n'était pas de la joie, ni du soulagement complet, plutôt une forme de paix froide, une acceptation. J'avais perdu mon fils, mais j'avais gagné ma liberté. Juillet 2021 est arrivé, puis août. L'été était chaud, lumineux. Je passais mes journées dans le jardin, à lire, à jardiner, à simplement exister. Je n'avais plus peur. Oh, je restais prudente. Les caméras fonctionnaient toujours, les portes étaient verrouillées chaque soir. Mais cette terreur constante, cette vigilance épuisante avait disparu. Pourquoi? Parce que je n'avais plus rien à perdre. Edrine le savait maintenant. La maison ne lui reviendrait jamais. L'argent non plus. Tout était protégé, irréversible. Me tuer maintenant ne servirait à rien. En septembre, j'ai reçu une lettre. Pas d'Edrin, pas de Dorian, de leur avocat. Une dernière tentative. Madame, notre client, Monsieur Edrin Beauchastel, vous propose un accord à l'amiable. En échange de l'annulation du transfert à la Fondation, il s'engage à vous verser une rente mensuelle de 1 500 € jusqu'à la fin de vos jours et à vous garantir le droit de résider dans la maison familiale aussi longtemps que vous le souhaitez. J'ai relu la lettre 2 fois, puis je l'ai déchirée, lentement, méthodiquement, et je l'ai jetée à la poubelle. Octobre est arrivé. 1 an exactement après cette terrible journée dans la forêt. 1 an depuis qu'Edrin m'avait dit « Maman, repose-toi un peu sous cet arbre ». Je me suis rendue sur les lieux, seule. J'ai retrouvé l'endroit exact. Le chêne était toujours là. Les feuilles tombaient doucement, dorées et rouges. Je me suis assise au pied de l'arbre, à l'endroit même où j'avais dormi, où j'avais failli mourir. Et j'ai pleuré. Pas de colère, pas de rage, mais de deuil. Le deuil d'un fils que je n'avais jamais vraiment eu. En novembre, j'ai pris une décision importante. J'ai commencé à donner des cours de littérature bénévole dans une association pour personnes âgées. 1 fois par semaine, je parlais de Flaubert, de Zola, de Proust. Je lisais des passages à voix haute. Je répondais aux questions. Les gens m'écoutaient, ils souriaient, ils me remerciaient. Pour la première fois depuis des années, je me sentais utile, vivante. Décembre 2021. Noël approchait à nouveau. Cette fois, je n'étais pas seule. J'avais invité 3 dames de l'association. Nous avons préparé un repas ensemble, ri ensemble, partagé des histoires. Ce n'était pas ma famille, mais c'était quelque chose de vrai. Le 31 décembre, alors que l'année touchait à sa fin, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô? Madame Beauchastel? Oui, je suis maître Rousseau, notaire à Paris. J'ai une information à vous communiquer concernant votre fils, Monsieur Edrin Beauchastel. » Mon cœur s'est serré. Que se passe-t-il? Monsieur Beauchastel et son épouse ont déposé une demande de divorce. La procédure est en cours. J'ai fermé les yeux. Donc c'était arrivé. Ce que Dorian avait toujours menacé de faire si Edrin ne lui donnait pas ce qu'elle voulait. Elle l'avait quitté. Merci de m'avoir informé, maître. Il y a autre chose, madame. Monsieur Beauchastel traverse une période difficile. Des difficultés financières. Il a perdu son emploi il y a 3 mois. Il ne peut plus payer son loyer. Il est en grande détresse. J'ai senti quelque chose remuer en moi. Pas de la pitié. Pas exactement. Mais une forme de reconnaissance. La vie avait fait son travail. Merci, maître. J'ai raccroché. Ce soir-là, assise dans le salon, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Edrine avait tout perdu. Sa femme, son travail, son argent. Et moi, il avait voulu ma mort pour hériter. Et maintenant, il n'hériterait de rien. Et il était seul, ruiné, brisé. Je n'avais pas levé le petit doigt contre lui. Je n'avais pas cherché à me venger. Je m'étais simplement protégée. J'avais coupé les ponts. J'avais continué à vivre. Et la vie s'était chargée du reste. Parfois, me suis-je dit à voix haute, la meilleure vengeance, c'est de ne rien faire. C'est de laisser les gens récolter ce qu'ils ont semé. J'ai souri, doucement. Et j'ai compris que j'avais tourné la page. L'année 2022 a commencé dans le calme. Je vivais ma vie. Simplement, paisiblement.
Mes cours de littérature continuaient, j'avais même commencé à écrire un peu. Des mémoires, des réflexions. Rien de destiné à être publié, juste pour moi, pour mettre des mots sur ce que j'avais vécu. En mars, Monsieur Devereux m'a appelé. « Madame Beauchastel, j'ai des nouvelles, concernant votre fils. Je vous écoute. » Le divorce a été prononcé. Dorian a obtenu ce qu'elle voulait. Elle a récupéré la moitié des biens du couple, ce qui n'était pas grand-chose, mais elle a surtout négocié pour ne rien lui devoir. Edrine est seule, complètement seule. J'ai fermé les yeux. Et financièrement, il a perdu son appartement. Il vit actuellement chez un ami, je crois. Il cherche du travail. Mais à 40 ans, dans son domaine, c'est difficile. Surtout avec la réputation qu'il s'est faite. Quelle réputation? Des rumeurs circulent dans le milieu bancaire. On dit qu'il a essayé de frauder sa propre mère, que la police a ouvert un dossier. Vrai ou faux, peu importe. Dans ce milieu, la réputation est tout. Personne ne veut l'embaucher. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la joie, pas de la satisfaction. Juste une forme de justice tranquille. Et Dorian? Dorian s'en sort très bien. Elle a trouvé un nouveau poste dans une grande agence de communication. Elle a déjà un nouveau compagnon, paraît-il. Un homme fortuné. Elle a tourné la page. Bien sûr, Dorian avait toujours su retomber sur ses pieds. Mais Edrine, lui, s'enfonçait. En mai, j'ai reçu une lettre, manuscrite, l'écriture tremblante. D'Edrine. J'ai hésité longuement avant de l'ouvrir. « Maman, je ne sais même pas si tu liras cette lettre. Je ne sais pas si tu penses encore à moi. Mais il faut que j'écrive. J'ai tout perdu. Dorian. Mon travail, mon appartement, mon argent, tout. Et je comprends maintenant. Je comprends que c'est la conséquence de ce que j'ai fait, de ce que j'ai essayé de te faire. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais que tu saches que j'ai compris. Papa avait raison. Tu avais raison. L'argent ne vaut rien. La famille, c'est tout ce qui compte. Et j'ai détruit la mienne. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais je voulais que tu saches. Je suis désolée, maman. Tellement désolée. Edrine. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Puis je l'ai posée sur la table et je n'ai pas répondu. Pas par cruauté, pas par vengeance, mais parce qu'il n'y avait rien à dire. Certaines blessures ne guérissent jamais. Certaines trahisons ne se pardonnent pas. Pas parce qu'on ne veut pas pardonner, mais parce que la confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas. En juillet, j'ai appris par Monsieur Devereux qu'Edrine avait quitté Paris. Il était parti dans le sud de la France, Marseille peut-être, pour recommencer à zéro. Je lui souhaitais de trouver la paix, vraiment, mais loin de moi. En septembre 2022, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un coup de fil d'une jeune femme. « Madame Beauchastel ? Je m'appelle Léa Moreau. Je suis la nièce de Dorian. »« Oui ? J'ai appris ce qui s'est passé entre vous et mon oncle par alliance, Edrine. Je voulais vous dire, je voulais m'excuser. »« Vous excuser ? Pourquoi ? » ?»« Parce que je connais ma tante. Je sais comment elle est. Manipulatrice, calculatrice. Elle a détruit plusieurs vies avant celle d'Edrine. Mon propre père, son frère, ne lui parle plus depuis des années. Elle l'a escroqué aussi. J'ai écouté, silencieuse. Ma tante est comme ça. Elle repère les gens faibles, les gens influençables, et elle les utilise jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à lui offrir. Puis elle les jette. Edrine n'était pas seulement faible, ai-je dit doucement. Il était avide. Il voulait mon argent. Dorian n'a fait que nourrir ce qui était déjà en lui. Je sais, mais je voulais que vous sachiez. Dorian ne s'en sortira pas toujours. Un jour, quelqu'un la verra pour ce qu'elle est vraiment. Et ce jour-là, elle sera seule. Nous avons parlé encore quelques minutes. Puis Léa a raccroché. Et j'ai compris quelque chose. Dorian payerait aussi. Peut-être pas maintenant. Peut-être pas de la même façon qu'Edrine. Mais elle payerait. Parce que les gens comme elle finissent toujours seuls. Entourés d'argent, peut-être. De luxe, peut-être. Mais seuls. Sans amour, sans confiance, sans personne. En décembre 2022, j'ai fêté mes 62 ans. 2 ans après ce terrible pique-nique. 2 ans après avoir cru que ma vie était finie. Et pourtant, j'étais là, vivante, heureuse même. Pas d'une joie éclatante, mais d'une paix profonde. Un soir, alors que je rangeais de vieilles photos, je suis retombée sur celle de Deauville. Henri, Edrine, moi. J'ai regardé cette photo longtemps. Et pour la première fois, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Parce que j'avais compris. Cette famille-là n'existait plus.
Elle n'avait peut-être jamais vraiment existé. Mais moi, j'existais. Et je continuerai à exister. Avec ou sans eux. Elle m'avait traité de folle, ai-je murmuré en regardant par la fenêtre. Elle avait dit que personne ne me croirait. Et elle avait raison pendant un temps. Mais des années plus tard, la vie lui a rendu ce qu'elle avait donné. À elle, à lui, à tous les deux. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Aujourd'hui, en 2023, j'ai 63 ans. 3 ans se sont écoulés depuis ce dimanche d'octobre où mon fils m'a dit « Maman, repose-toi un peu sous cet arbre. » 3 ans depuis que j'ai découvert que l'amour d'une mère ne suffit pas toujours, que certaines personnes choisissent l'argent plutôt que la famille, et que parfois, la seule chose à faire, c'est de laisser partir. Je vis toujours dans la maison de Neuilly, pas en tant que propriétaire, mais en tant que résidente à vie, selon les termes de la fondation. C'est étrange au début de vivre dans une maison qui ne vous appartient plus. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Cette maison n'a jamais vraiment été à moi, ni à Henri, ni à Edrin. Les maisons, comme les gens, ne nous appartiennent pas. Nous ne faisons que passer. Nous y laissons nos souvenirs, nos rires, nos larmes, puis nous partons. Et d'autres viennent après nous. Mes cours de littérature continuent. 2 fois par semaine maintenant. Les gens viennent nombreux. Nous parlons de Balzac, de Maupassant, de Colette. Nous débattons, nous rions. J'ai même créé un petit club de lecture. 8 personnes. Toutes des femmes de mon âge, ou presque. Des femmes qui ont vécu, qui ont souffert, qui ont survécu. Nous nous comprenons sans avoir besoin de tout dire. Je n'ai plus de nouvelles d'Edrin. Parfois, je me demande où il est, ce qu'il fait, s'il a trouvé un travail, un endroit où vivre, un peu de paix. Je ne lui souhaite pas de mal, vraiment. Mais je ne peux pas non plus lui souhaiter du bien. Il est devenu un étranger, un homme que j'ai connu autrefois, un homme qui portait le nom de mon fils, mais qui n'est plus mon fils. Doriane, elle, continue sa vie. Selon les rumeurs que j'entends parfois, elle s'est mariée à nouveau. Un homme riche, plus âgé, un veuf, je crois. Je me demande combien de temps cela durera, combien de temps avant qu'elle ne trouve une raison de partir, une raison de récupérer ce qu'elle peut et de disparaître. Mais ce n'est plus mon problème. Elle suivra son chemin. Moi, le mien. Et un jour, peut-être, elle aussi comprendra. Quand elle se retrouvera seule, quand plus personne ne voudra d'elle, quand elle réalisera que l'argent ne remplace pas l'amour. Mais peut-être pas. Certaines personnes ne comprennent jamais. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une visite inattendue. Une jeune femme, 25 ans, peut-être, jolie, élégante, avec des yeux doux. Madame Beauchastel ? Oui, je m'appelle Claire. Je suis assistante sociale. Je travaille avec votre fils. Mon cœur s'est serré. Il va bien ? Il survit. Il vit à Marseille. Il travaille dans un petit restaurant. Il gagne peu, mais il tient le coup. Pourquoi êtes-vous venu me voir ? Elle a hésité. Parce qu'il m'a demandé de vous donner ceci. Elle m'a tendu une enveloppe. Il n'ose pas vous écrire directement. Il a peur que vous détruisiez la lettre sans la lire. Alors il m'a demandé de venir, de vous parler, de vous dire qu'il ne veut rien, qu'il ne demande rien, qu'il voulait juste que vous sachiez. J'ai pris l'enveloppe. Je ne l'ai pas ouverte devant elle. Merci. Madame, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et votre fils. Ce n'est pas mon rôle de juger, mais je vois beaucoup de gens dans mon travail, des gens brisés, des gens perdus. Et votre fils, il est sincèrement brisé. Il regrette, profondément. Le regret ne change pas ce qui a été fait. Non. Mais parfois, il change celui qui regrette. Elle est partie. Ce soir-là, j'ai ouvert l'enveloppe. Il n'y avait qu'une seule phrase, écrite à la main, tremblante. Pardon, maman. Pour tout. Et en dessous, une photo. La photo de Deauville. Celle que je portais toujours dans mon sac. Celle qu'il avait dû prendre il y a longtemps, sans que je m'en rende compte. Henri. Edrin. Moi. Heureux. J'ai regardé cette photo longtemps, et j'ai compris que le pardon, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas effacer. Ce n'est pas réconcilier. Le pardon, c'est juste lâcher prise. C'est accepter que les choses sont ce qu'elles sont, que les gens sont ce qu'ils sont, et que nous ne pouvons pas changer le passé. Nous pouvons seulement choisir comment nous vivons avec. Ai-je pardonné à Edrine ? Je ne sais pas. Peut-être un jour, peut-être jamais. Mais j'ai lâché prise. J'ai arrêté de porter cette colère, cette douleur, cette trahison. Je les ai déposées, quelque part, loin de moi, et j'ai continué à avancer.
Voilà mon histoire. L'histoire d'une femme qui a failli mourir dans une forêt, qui a découvert son propre vélorio, qui a perdu son fils, mais qui a retrouvé sa vie. Ce n'est pas une histoire de vengeance, ce n'est pas une histoire de triomphe éclatant, c'est une histoire de survie, de dignité, de sagesse. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si elle aide quelqu'un à comprendre que l'amour ne suffit pas toujours, que parfois, il faut savoir se protéger, se respecter, se choisir, alors oui, tout cela aura valu la peine. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas, ai-je murmuré ce soir-là, assise dans mon jardin, regardant le soleil se coucher. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je m'appelle Riveline Beauchastel. J'ai 63 ans. Et je suis toujours là, vivante, libre, en paix. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.